Accord. Corps à corps. Et c'est donc le coup de tonnerre qu'on va finir par analyser aujourd'hui, ce coup de tonnerre, ce barrage républicain qui a fonctionné. Il a fonctionné, mais dans quel sens, hein? Dans le sens où il a réussi à bloquer l'ascension du Rassemblement national, ça c'est clair, qui s'imaginait déjà prendre le poste de Premier ministre pour Jordan Bardella. Il a fonctionné dans le sens où aussi aucune majorité ne se dégage vraiment, même si le nouveau Front populaire arrive premier avec ses 180 sièges. La Macronie va pouvoir continuer de jouer l'arbitre de forces opposées. Il a fonctionné aussi car la France de droite, largement en tête si l'on compte les voix des élections européennes et législatives. Je rappelle quelques chiffres pour ce second tour, un peu plus de 10 millions de voix pour le Rassemblement national et les ciotistes contre 7 millions pour le MPF. Donc cette France de droite s'est fait piller son vote par une majorité relative de gauche. Mais nous ne nous y trompons pas, les électeurs de gauche, de cette gauche un peu radicale, on va dire, seront également déçus, mais seulement eux un petit peu plus tard quand ils verront le jeu de leurs représentants à l'Assemblée et le blocage par le bloc progressiste qui lui ne représente que 6 millions de votes. C'est finalement peut-être ce bloc-là qui est gagnant aujourd'hui. Dans ce hiatus démocratique, gare au retour de bâton, gare à la colère des Français, de gauche comme de droite, mais des Français en colère et de plus en plus en colère, on va en parler, et qui sentent bien qu'ils ont été une fois de plus usurpés, une fois de plus dans leur vote. Que cela va-t-il engendrer? Eh bien, je suis heureuse d'en parler avec mes deux invités, Harold Bernat et Édouard Husson. Bonjour Harold Bernat. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Professeur de philosophie, auteur de nombreux livres, dont ce dernier, La défaite de la majorité, aux éditions Atlantique Deck. On est vraiment dans l'actualité de votre livre. Et puis, Édouard Husson, bonjour. Bonjour Et Clémence. merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur de publication du Courrier des stratèges, auteur des chroniques Les droites de Husson, professeur des universités, ancien directeur général de SCP Europe. Je vais commencer par vous demander à tous les deux votre bilan de ces élections. Harold Bernat, pour commencer. Moi, mon bilan, il y a deux choses. D'abord, je ne peux pas ne pas me féliciter de ce qui est arrivé quand même à bon nombre de députés du Rassemblement national qui ont montré leur incurie à la fois politique, éthique et morale dans l'entre-deux tours. Je pense qu'il y a quand même un certain niveau sous lequel on ne peut pas descendre. Oui. Et la deuxième chose, c'est la victoire de Macron. Alors, on va y revenir parce que on a l'impression que quand on dit ça, on casse l'ambiance, mais qu'est-ce qu'il a perdu, Macron? Il n'a rien perdu. Il a perdu un Premier ministre qu'il méprise, hein. Je rappelle quand même que, d'ailleurs, M. Attal nous l'a dit, hein, il était contre la Oui, dissolution, il ne tout à lui a fait. même pas dit. Donc voilà, il a perdu la majorité, ben non, parce qu'il ne l'avait pas. Et il a gagné le bordel dont il fait usage depuis des années, c'est-à-dire tirailler entre le centre-gauche et le centre-droit, qui est en fait le néolibéralisme pro-UE. Et la France étant évidemment dans cette situation de blocage, il va pouvoir dérouler son agenda stratégique, hein, puisque c'est ce qu'il nous a dit juste avant l'élection. Donc pour moi, c'est le grand vainqueur de l'élection. On va y revenir. Oui, évidemment. Juste, vous dites qu'est-ce qu'il a gagné, enfin, qu'est-ce qu'il a perdu plutôt. Il a quand même perdu 42% de sièges en députés par groupe politique par rapport à 2022. Donc on reste quand même sur une Oui, défaite finalement de Renaissance, hein. c'est sûr, parce que de toute façon, il y avait une tendance dégagiste qui s'est exprimée dans le pays, mais le problème, c'est que la tendance dégagiste ne peut pas aller au bout, puisqu'il y a une division du peuple fondamentale, en particulier des classes populaires, et que cette division est entretenue par toutes sortes d'acteurs de la vie politique aujourd'hui. Oui, évidemment, Donc ça aussi, on oui, va il perd revenir sur 40 cette division. députés, mais Ouais. sur sa stratégie politique, je pense qu'il ne perd pas grand-chose. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord et ça va être évidemment tout le fond de notre sujet du jour avec vous. Édouard Husson, alors votre premier bilan. Oui, deux choses. D'abord, la première, je crois qu'il faut se méfier du malheur au vaincu. C'est pas vraiment, je crois, le jour où taper sur le Rassemblement national, tel ou tel député maladroit, ceci, cela. Enfin, regardons le niveau moyen à la France insoumise ou chez Ensemble, il n'y a pas de quoi pavoiser. Euh, et puis Oui, alors non, mais c'est surtout, vrai qu'on a quand même franchement vu des candidats RN oui, non, mais il y a un niveau des général de la brebis classe galeuses, hein. politique française, Oui. il y a un Oui. niveau général de la politique française qui est à prendre en compte. Mais la deuxième chose, c'est que le RN reste en nombre de voix le premier parti de France. Oui. Il est même devenu, en fait, il faut quand même rappeler ça. Et puis par ailleurs, je reprends
ce que j'avais dit avant l'élection, c'est-à-dire je pensais que le fait d'aller au gouvernement était un piège terrible et Oui. qui en fait pouvait détruire toutes les chances du parti pour l'avenir. Peut-être que ceux qui pleurent aujourd'hui souriront ou riront demain. Donc ça, je serais prudent là-dessus. Plus généralement, ça pose la question je dirais, des réserves de voix à droite. Oui. Je crois que on a vu, en fait, si on regarde maintenant objectivement, entre les élections européennes et le premier tour des élections législatives, le Rassemblement national, je parle du RN stricto sensu, n'a pas plus de voix. Il a environ 9 millions de voix. C'est l'apport d'1,3 million voix de chez Ciotti Mmh. qui lui permet d'augmenter. Et on a bien vu hier, dans beaucoup d'élections, des duels qui se sont joués à quelques dixièmes de points, avec des candidats RN qui perdent à 48-49%. Eh bien, on a bien vu qu'il y avait un problème élémentaire de réserve de voix. Alors, une fois qu'on a dit qu'une partie de la droite, qu'on va qualifier d'orléaniste pour reprendre la vieille distinction de René Raymond, Mmh. ne veut absolument pas entendre parler de la droite populiste qui pourtant, avec qui pourtant elle pourrait gagner. Une fois qu'on a dit ça, il y a un problème plus fondamental, c'est de savoir pourquoi la droite majoritaire dans le pays se retrouve en minorité en termes de sièges. Oui, bah, ça c'est toute la question et la première, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Moi franchement, je suis surprise de voir que les consignes de vote ont fonctionné. C'est-à-dire que ce système de désistement, d'un LFI pour aller voter pour Élisabeth Borne ou inverse fonctionne. Mais je suis surprise, que les électeurs jouent ce jeu-là. Harold Bernard, est-ce que ça vous a surpris ou est-ce qu'au contraire vous trouvez ça, que ça va dans l'ordre des choses? Bah, je vais vous prendre un exemple, hein, l'exemple en Sud-Gironde. Vous avez Sophie Mette, députée La République En Marche, députée totalement inconsistante. On l'a vu lors de la réforme des retraites, elle était cachée derrière un bureau, elle ne parlait pas. C'est vraiment, enfin, c'est affreux, hein, vraiment affreux. Et elle a été réélue. Elle a Mmh. été réélue alors qu'elle a paraphé toutes les lois les plus scélérates de la Macronie. Parce qu'il y a eu le désistement du nouveau Front Populaire et Oui, donc elle mais était en face d'un représentant au Rassemblement national, qui est un ex-Zemmour d'ailleurs, je crois, 2022, bon, de mon point de vue, qui politiquement ne brillait pas non plus par ses positions. Il parlait beaucoup du petit entrepreneuriat, des artisans, mais sans proposer quand même grand-chose en face. Et moi, je vais vous le dire clairement, hein, ma sœur est en Sud-Gironde, ben, elle a pas voté, quoi. Voilà, mmh. enfin, elle a voté, en tout cas, elle n'a pas choisi. Et elle n'a pas pu mettre le bulletin RN parce que elle estimait que la personne n'était pas digne d'un mandat national, mais elle ne pouvait pas non plus paraffer Sophie Mette, voilà, pendant 7 ans, qui a fait tant de dégâts. Et ceux qui ont été en fait les cocus de l'histoire, ce sont les Gilets jaunes en Sud-Gironde. Les Gilets jaunes en Sud-Gironde, qui ont été très actifs, bah, ils se retrouvent à nouveau avec Sophie Mette, etc. Donc c'est vraiment un jeu moisi, et ce jeu moisi est orchestré par un pervers qui est Macron, qui a tout intérêt, dans le fond, voilà, à poursuivre cette logique-là. Donc, vous voyez, je vous réponds par un exemple très concret, très factuel. Oui, oui, mais tout à fait. Mais on a vu cet exemple un peu se multiplier dans de différentes et de nombreuses circonscriptions, puisque comme j'ai dit, Elisabeth Borne a été réélue, Gérald Darmanin a été réélu, et en face des candidats qui parfois, en tout cas, c'est pas le cas de tous les candidats, hein, pouvaient emmener quelque chose d'autre et de plus populaire. Justement, vous parliez de la fin des Gilets jaunes. Est-ce que c'est finalement c'est ça? Est-ce que c'est la victoire du camp progressiste mondialiste contre les gilets jaunes, contre le bloc populaire finalement, Édouard Husson? Alors, je crois que quand on regarde bien effectivement les forces en présence, d'un côté, le Rassemblement national est un parti qui aujourd'hui a à la fois une très solide base populaire et arrive à prendre des voix dans les classes moyennes supérieures, et ça c'est nouveau. Donc c'est un parti qui aujourd'hui est assez représentatif de l'ensemble de la société française. C'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Et puis en face, on a effectivement un réflexe de classe. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau Front populaire et les macronistes appartiennent en fait
à la même France, la France urbaine, la France des métropoles, la France des classes créatives, dirait Richard Florida, la France des Anywheres, aurait dit David Goodhart. Hmm. Et cette France-là, elle a eu, et de ce point de vue-là, on sous-estime toujours, elle a eu un réflexe de classe. On est dans une lutte des classes, hein, il faut bien comprendre ça. On est dans une lutte des classes. L'exemple des Gilets jaunes est très bienvenu parce que effectivement, cette France populaire n'a pas encore les élites qui lui permettent de la structurer. Et en face, elle a des classes des métropoles qui sont sans pitié et qui feront tout pour rester au pouvoir avec un cynisme total. Ils l'ont montré, puisque quand même, de la part de LFI et du Nouveau Front Populaire, faire réélire Elisabeth Borne, Oui. Madame 49.3 et Madame Réforme des retraites, il faut avoir une absence totale de sens moral pour voter comme ça. Mais ça dure depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française, la gauche est prête à tout pour avoir le pouvoir. Harold Bernard? Ouais, pour compléter mon exemple avec le Sud Gironde, vous avez la Bred. La Bred a voté très largement pour Sophie Mette, finalement. Mais la Bred, c'est juste à la périphérie de Bordeaux. Les maisons sont plus chères et donc on a voilà, des classes sociales qui sont plus élevées. Et donc, à l'intérieur même des circonscriptions, vous avez ce zonage. Et Oui. ça, c'est évident. Et le problème, en fait, quand même, j'y reviens, c'est la représentation, et vous l'avez dit, Monsieur Huchon, c'est la représentation des classes populaires. C'est quand même ça l'enjeu. Parce que c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là de cette circonscription. C'est quand même un gros, gros problème et qu'on a eu pendant l'entre-deux tours. Oui. Je suis quand même un peu concerné par monsieur Bardella tout de même. Hmm. On a vu quand même des débats faibles. C'est faible. On ne peut pas quand même représenter les classes populaires. C'est un enjeu majeur pour notre pays. Et là, il y a un vrai problème quand même. Il y a Oui, un mais problème de on est d'accord, représentation. Harold Bernard, mais est-ce que vous l'avez vu représenter ailleurs? Non, non, moi je suis très pessimiste ce matin parce que pour moi le gagnant c'est le bloc central Oui, bourgeois oui. pro-UE, néolibéral, qui va mener de toute façon une politique autoritaire, libérale violente, enfin néolibérale plus exactement, hein, c'est pas tout à fait la même chose, violente, avec la complicité de gens qui veulent toujours en être. Moi je suis, voilà, j'estime que le vote de rejet a été complètement, enfin, non, il est passé sous le boisseau. En fait, on a un gros, gros, gros problème de représentation des classes populaires en France. Ouais. Donc on arrive à ce que vous commenciez à dire en introduction. Finalement, pour vous, Emmanuel Macron a réussi son coup. Ah oui, moi je suis convaincu. Ouais. Pareil, Édouard Husson, pour vous, Emmanuel Macron a réussi finalement son jeu. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il perde, malgré tout, hein, on semble perdre des voix par rapport et des sièges par rapport aux dernières élections. Malgré tout, il reste un peu le maître du jeu. Il va pouvoir, avec sa coalition, être l'arbitre d'une assemblée de toute façon divisée. Alors oui, il fait mieux que ce à quoi on s'attendait. Je pense que dans dans son parti, dans son entourage, il y a un certain nombre qui se mordront les doigts d'avoir trop montré leur critique, d'avoir trop formulé trop ouvertement leurs critiques ces derniers jours. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre de questions qui vont rapidement se poser. D'abord, l'impossibilité de former une majorité stable qui Bah puisse oui. vraiment gouverner. Ensuite, il va y avoir la question de la dette française avec le grand écart entre les exigences de la Commission européenne à partir de septembre et puis la nécessité de remercier les électeurs du nouveau Front populaire qui ont effectivement sauvé la mise et ça va Par du être social. assez folklorique. Oui. On est finalement c'est Du dans sociétal plutôt. le dernier avatar du en même temps. C'est un en même temps qui devient bouffon, grotesque, mais effectivement destructeur pour le pays. Alors, on va revenir justement sur ce que vous disiez, la dette qu'il va bien falloir finir par canaliser, en tout cas, l'absence de majorité. Mais est-ce que finalement, on avait déjà eu ici un corps à corps sur ce sujet, est-ce que finalement, derrière tout ça,
encore une fois, et ces situations de blocage où on aura 3 blocs, et pas une majorité, est-ce que c'est pas, Bruxelles qui va pouvoir tirer les marrons du feu et donc Emmanuel Macron? Est-ce que ce ne sont pas les directives européennes finalement qui vont passer en priorité? Puisque ce sont des directives, techniques, qui vont pouvoir passer sans que le politique puisse, dire son mot. Édouard Husson, puis ensuite Harold Bernard. Oui, alors, n'oublions pas, malgré ce qui s'est passé hier, et c'est vrai que le scrutin majoritaire à 2 tours peut être extrêmement dur pour un parti arrivé en tête et puis qui chute au 2e tour, mais n'oublions pas quand même que l'ensemble de ce système, euro-atlantiste est en train de vaciller. On a, d'abord, l'Union européenne n'est pas en si bon état que ça. Ensuite, les États-Unis ont enfin dû avouer qu'ils avaient un président incapable de gouverner depuis des mois, voire des années, et que en Ukraine, à Gaza, ils sont en difficulté. Ensuite, il y a la question de l'endettement. Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Donc, on arrive à un paradoxe où le camp mondialiste et je mets dedans le nouveau Front populaire, hein, il n'y a qu'à voir le rôle qu'a joué Raphaël Glucksmann dans sa constitution, est renforcé en France alors que les bases de son pouvoir sont en train de vaciller dans la perspective transatlantique. Oui, mais alors ça vacille, mais on voit bien, regardez, autres législatives anticipées, on vient d'en parler. En Grande-Bretagne, c'est le parti Labour, mais quel parti Labour qui est ultra europhile et qui a dit nous n'allons pas remettre en question le Brexit, mais. Donc on voit bien que finalement, là, moi je me demande s'il n'y a pas un mouvement de fond de résistance on va dire, de l'Europe progressiste, des europhiles progressistes qui sont représentés par Emmanuel Macron ici et d'autres partis ailleurs. En tout cas, bon, dans l'effondrement, une forme de résistance tout de même. Harold Bernard. Ouais, moi je partage votre analyse. Quand on voit les discours de Raphaël Glucksmann, c'est tout à fait Macron compatible en fait finalement. Ouais, Et donc ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des élections européennes. Ces élections européennes ont montré quand même la victoire quand même écrasante dans les urnes, hein, du Rassemblement national, c'est un fait. Et dans cette victoire écrasante du Rassemblement national, il y a un rejet bien sûr. des globalistes. Voilà. Alors c'est Mm. sûr que le problème du souverainisme, évidemment, les partis dits souverainistes se retrouvent avec des scores très faibles, mais parce qu'il y a une sorte aussi de vote utile. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, finalement, voilà, on vote RN. Bon. Mais dans le vote RN, il y a ce rejet du globalisme, ce rejet de l'Union européenne technocrate et de la dépossession de notre souveraineté nationale. Les fédéralistes ont gagné aujourd'hui. Ouais. Et alors, je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Husson, c'est-à-dire que dans le nouveau Front populaire, il y a des divisions quand même à ce sujet. Alors le problème, c'est qu'en effet, les lignes, on va dire, critiques de l'UE, critiques de Bruxelles, depuis 2007, le plan B, on le voit plus trop venir. D'ailleurs, ça a été la réorientation de la France insoumise. Hein, finalement, on voit bien que cette question-là n'apparaît plus. Donc on voit pas très bien, c'est vrai, dans le nouveau Front populaire, ce qui peut émerger là-dessus. Mais à mon avis, il y a quand même des choses. Ah oui, mais dans leur Il y a charte, on quand a même une bien vu qu'ils différence a... entre Ruffin et ouais. Glucksmann, quoi. Voilà, Bah, je non, fais mais quand on les voyait, non, mais on les voyait avant. Sauf que quand tout le monde est d'accord pour dire, ben, on se met d'accord sur une charte ensemble et que Oui, finalement non, je toutes suis les lignes sont, d'accord. on se Ouais, je suis demande d'accord. bon qui est vraiment qui et jusqu'où ils sont capables d'aller. Je suis d'accord, mais on a le même phénomène avec Monsieur Bardella. Bah évidemment, Le problème est là. Et encore une fois, je pense de façon très forte, hein, que dans ce vote populaire, il y a ce rejet viscéral du globalisme, la défense de la France dans sa souveraineté contre cette tendance qui est tout à fait validée par le bloc bourgeois. Et vous savez, quand même, tous les grands cirques antiracistes, antifascistes, etc., pour moi, ne sont que des caches-misères de la situation réelle de notre pays. Parce que quid du fédéralisme, quid de la suite? bien sûr. Et là, je ne sais pas qui parle de ça. Alors Macron a hystérisé complètement le débat. Les élections européennes, on n'en parle plus. On n'a pas parlé vraiment de toutes ces questions-là. On a parlé d'autres choses. Bon, de choses qui sont très importantes, certes, sur la scène internationale, mais qui, en priorité, ne sont pas, voilà, la priorité des Français. Hein, c'est évident. Mais comment vous expliquez, Harold Bernac, aujourd'hui, vous dites les priorités, on n'en a pas parlé, le fédéralisme, on n'en a pas parlé. Comment vous expliquez ça, qu'on ait réussi en fait, à sauter ce débat-là en plein cœur de ces élections, enfin de cette campagne des élections législatives?
de cette campagne européenne Oui. Non, non, oui, et législative, les deux. Oui. et législative. Bah, pour moi, c'est la difficulté qu'on a d'articuler les revendications des classes populaires avec une élite intellectuelle qui aujourd'hui a choisi son camp, qui est celle du bloc bourgeois, pour ménager des places. C'est-à-dire que si vous êtes un universitaire, si vous êtes, je dirais, dans ces lignes-là, c'est très difficile de suivre et d'aller de ramer à contre-courant. Pourquoi? Parce que tout est précodé. On vous traite de populiste, de brun rouge, de je sais pas quoi, enfin des bêtises en fait. Mais Mm. intellectuellement, ce sont des bêtises, d'ailleurs, qui ne résistent pas à une analyse un peu sérieuse. Oui. Et le problème, c'est qu'on a besoin, en fait, alors j'aime pas trop le mot élite, mais en tout cas, d'individus qui ont le courage de porter la parole populaire, de la structurer, de la mettre en forme et d'être un peu à la hauteur de cette exigence-là. Enfin, Oui. sinon, on fait pas de politique. Enfin, Oui. Édouard Husson, vous êtes d'accord avec cette pour moi, analyse? la politique, c'est quand même se mettre au service. On dit souvent se mettre au service des autres. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. Je pense d'ailleurs qu'il y a un énorme défi je vais prendre un exemple limite, qui est celui de l'électorat musulman ou d'imprégnation musulmane en France. On voit bien que il y a qu'une minorité d'entre eux qui votent. L'abstention est majoritaire dans cette catégorie-là, et on voit bien qu'il n'y a qu'une minorité de cette minorité qui vote pour la France insoumise ou la gauche. Bon, donc ça veut dire, si je regarde objectivement, ça veut dire que dans cette France-là, qui est souvent faite de gens qui travaillent, qui ont une entreprise, qui veulent réussir, qui veulent pas entrer dans ces débats politiques, ben finalement, il y a pas d'offre politique pour eux à droite. Et je pense que ça va être sans doute pour un parti comme le Rassemblement national une révision déchirante. Il va falloir aller jusqu'au bout en sortant de ce débat ethno-culturel qu'on nous a imposé depuis 40 ans sous influence américaine pour revenir aux grandes questions qui sont les questions sociales, qui sont les questions d'égalité ou d'inégalité, qui sont les questions les grandes questions politiques aussi, questions de souveraineté. Et c'est ça. Et alors, Marine Le Pen a en partie amorcé cette mue du vieux Front National vers autre chose, en ramenant la question du pouvoir d'achat, en ramenant un certain nombre Oui, mais de questions au Édouard Husson, centre. juste pardon sur le pouvoir d'achat, elle s'attaque, comment dire? Aux conséquences, mais pas aux causes. Voilà, et je suis tout à fait d'accord, il va falloir aller jusqu'au bout d'une transformation qui est de ramener la question de la souveraineté nationale, de la cohésion sociale, de la libération des forces entrepreneuriales. Effectivement, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête et Oui, mais elle refuse de le faire, on a on bien en est vu. encore loin. Ils ont même reculé sur ces sujets-là. Le Rassemblement national n'a pas cessé de reculer, il faut le dire aussi, sur tous ces sujets-là un peu revendicateurs, sur la question otanienne, sur la question européenne, sur le Je marché suis de d'accord. Oui, l'électricité. oui. Oui. Je suis d'accord. Je pense qu'en fait, si le Rassemblement national, avant le premier tour, avait pas essayé de faire une campagne de j'arrive au gouvernement, donc je donne des gages, mais avait continué à dire ce que pense une partie de ses cadres et surtout ce que pensent ses électeurs, par exemple sur la politique étrangère, eh bien, il s'en serait un peu mieux tiré. Mais voilà, en tout cas, le bilan aujourd'hui, il est bien celui-là. Il y a des réserves de voix. J'ai pris un exemple limite et qui est bien Mm. sûr serait douloureux pour le Rassemblement national d'aller jusqu'au bout. Mais il y a des réserves de voix. Il va falloir aller les chercher, sans quoi on sera toujours minoritaire au deuxième tour. Oui. Alors, je voudrais parler d'ailleurs de ce premier, deuxième tour finalement, de ces suffrages qui font que même si on gagne en termes de nombre de voix, on n'a pas, on est minoritaire en termes de sièges, comme c'est le cas aujourd'hui du Rassemblement national. Je rappelle plus de 10 millions de voix, 143 sièges, alors que le nouveau Front populaire fait 7 millions de voix, enfin un peu plus, 180 sièges. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème du côté, de ce mode, de scrutin? Harold Bernard. Bah, il y a un autre exemple, hein, c'est 2,4 millions de voix pour les LR et alors je sais pas tout à fait les derniers 67 chiffres, mais sièges, oui. 67, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, 67 sièges. Donc, vous voyez la déformation quand Oui, même, oui, hein. tout à fait. Les LR, Oui, 2,4, 67, le RN, plus de 10 millions et ils ont 143. oui, oui, c'est vrai. Donc, la déformation, ouais, la déformation, elle est réelle. Mais ça, c'est le jeu qui a été construit autour de la Ve République, qui est en fait une république bourgeoise, qui est construite en tout cas pour faire triompher
les forces dominantes, on va dire, les forces dominantes économiquement, culturellement. Oui. C'est bien construit, hein. D'ailleurs, ça pourra se reproduire. Ça s'est déjà reproduit lors de la présidentielle, mais à mon avis, on a un gros problème institutionnel aussi. C'est-à-dire, on a un problème de représentation, Ouais. évidemment, de la base électorale, ce qui pose quand même un gros souci. Et quand je vois quand même dans une configuration tripartite, au fond, enfin tribloc, des revendications de victoire des uns et des autres, enfin, j'avais l'impression qu'ils étaient tous sous acide un petit peu hier soir quand même. Enfin, non, mais c'est vrai, on a gagné, on va faire notre programme, on va mettre qui de droit au Premier ministre, etc. On va remettre la retraite à 60 ans, on y va. Oui, Enfin oui, bon, oui, oui, tout à fait. moi je me suis battu hein, contre la retraite, voilà, mais faut arrêter de délirer et prendre les Français pour des idiots, parce que je pense pas que ça serve Bah, vraiment l'intérêt surtout du quand ça pays. vient de François Hollande qui lui-même avait acté la réforme de la Ah, mais retraite. là, c'est juste la farce. Enfin, j'ai fait un message à ce sujet en disant, ben, finalement, il a qu'à mettre François Hollande Premier ministre et puis la boucle est bouclée, quoi. Oui, Hein, bah, c'est lourd, voilà. c'est parti pour être dans ce style-là. On va évidemment Mais bien reparler de la sûr, suite. mais Ouais. qui peut être dupe de ça et qui peut se féliciter de ça? Faut quand même arrêter la naïveté, quoi. Alors, on va reparler dans quelques secondes justement maintenant de ce qui va nous arriver, ce qui peut, enfin les scénarios, les différents scénarios du gouvernement. Mais avant quand même, je voulais vous demander, Édouard Husson, le Courrier des stratèges a réagi hier au fait que bah, les sondages donnaient quand même pendant très longtemps et jusqu'à mi-journée le Rassemblement national, enfin le bloc du Rassemblement national avec Ciotti comme gagnant, que finalement ça s'est inversé. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu aussi si ce n'est, on va pas parler de fraude, mais comment dire? Un jeu de surcommunication de la victoire du Rassemblement national. Non, je pense, si vous voulez, je crois que là où même au Corée des stratèges, on s'est en partie trompé, c'est qu'effectivement, on a sous-estimé la discipline de vote Oui, au sein du Front républicain. ouais. Ça très clairement. Moi-même, je me disais, sans doute, est-ce que je fais trop confiance à mes compatriotes? Je me disais quand même, c'est tellement Gros, inique moralement oui, ce qui est en train de se faire qu'il y a des gens qui vont rester chez eux. oui, oui. Et visiblement, ça n'a pas été le cas, mais au fond, comme on est dans une véritable lutte des classes, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent d'Emmanuel Todd, on a effectivement, en fait, ceux qui ont le pouvoir, l'argent, les privilèges, n'ont plus de conscience éthique et font tout pour le défendre. Donc, de ce point de vue-là, oui, vous savez, je crois qu'il y a en fait la grande différence, et on revient peut-être au début de notre conversation, la grande différence entre la gauche et la droite, et je mets Macron à gauche, c'est toujours la même. C'est que la gauche, elle veut vraiment le pouvoir, elle est organisée et elle s'organise systématiquement. Et qu'à droite, au Rassemblement national en particulier, on a péché par naïveté, on s'y voyait déjà. Oui. Et Enfin, ça, la droite, RN voulait vraiment le pouvoir et ils ont fait toutes les concessions possibles pour l'avoir quand même. oui, mais si vous voulez, je pense que euh, euh, il y a, on sentait bien, et là je rejoins effectivement ce Harold qu'on disait au Bernard? Oui. début, on sentait bien qu'il y avait la préparation n'était pas achevée. Mmh. Et quand la préparation n'est pas achevée, on fait profil bas et on fait campagne au lieu d'imaginer déjà ce qu'on va faire au gouvernement. Oui, C'est oui. un peu l'histoire de Perrette et le Potolet. Hein, et donc, à gauche, ils ont cru qu'ils avaient perdu, Macron et Mélenchon, et ils y sont allés Mais professionnellement, ça revient à la question que je vous systématiquement. posais justement. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une utilisation? Alors, est-ce que c'est par le camp macroniste notamment qui a surfé là-dessus, de cette image de la victoire du bloc national, on va l'appeler comme ça, et de dire voilà, grande victoire, il faut mobiliser les oppositions. Alors que l'autre partait vainqueur, hein, c'est toujours la même chose. Le lièvre et la tortue. Donc, a pris son temps, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit peu de ça? Oui, bien sûr, bah, pour agiter le chiffon rouge, puisque effectivement, dans la société française actuellement, il y a deux détestations. Il y a la détestation de Macron, qui finalement s'en tire bien, et puis il y a la détestation
de tout ce que le Rassemblement national pourrait représenter, qu'à mon avis, il ne représente pas, mais qu'on formule Mmh. sous l'idée du l'inégalité entre les gens, le racisme. Oui, Ce qui le a fascisme, été oui. létal, c'est l'histoire de la binationalité. Oui. Effectivement, ça a été stupide. Ouais. Alors, Harold Bernat, juste, je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus avant qu'on parte sur le nouveau Ouais, très gouvernement et comment rapide. tout ça, ça va se passer. Bah, Oui. très rapidement, moi j'en peux plus hein, de toute façon de la pensée épouvantail. Oui. C'est la stratégie, de toute façon, c'est la stratégie des élites européennes globalistes, c'est leur stratégie. Hein, Göteborg, tous les grands sommets mettent en avant le populisme réactionnaire qui est l'ennemi du progressisme néolibéral, quoi. C'est leur stratégie, c'est leur carte, c'est Mmh. la carte ultime en fait, voilà. Et cette carte, il faut absolument qu'on la brise. Je sais que pour des camarades, pour certains amis politiques, c'est difficile, mais on va le faire en fait. On va Oui. briser ça. On va briser ça. Ça veut pas dire faire n'importe quoi et élire n'importe qui, c'est pas ça, mais c'est briser le chantage. Mais Harold Tant Bernat, qu'on ne brise oui. pas ce chantage, on va bouffer du fédéralisme, de l'Europe néolibérale. Voilà, le bloc bourgeois va nous rouler dessus. Destruction des institutions publiques, vassalisation à tous les niveaux, perte de maîtrise de notre économie, de notre industrie. Ça fait bien longtemps que c'est fait. Voilà, moi je supporte plus ça. À chacun son mal, quoi. Mmh. Mais moi je préfère briser ce chantage-là que abandonner mon pays. Je comprends très bien. On va rentrer un tout petit peu là-dessus parce que cette pensée épouvantail, même des personnes de gauche qu'on pourrait reconnaître comme étant défenseurs du peuple, comme François Ruffin, ressortent parfois cette carte un peu facile, hein, cette pensée magique, on va dire, de l'épouvantail fasciste face à lui. Et pour être honnête, il faut mettre ça dans tous les sens. On a vu aussi le Rassemblement national sortir, parler de fascisme, du nouveau fascisme en parlant de LFI. Je veux dire, Ouais. maintenant, même ces blocs populaires sortent cette carte-là. Et là, on est perdu finalement si Ouais. eux-mêmes refusent de penser. Ah oui, oui, c'est terrible. Bon, après, François Ruffin a fait une sortie, alors, on va dire politiquement, moi je la trouve un petit peu, comment dire? Un peu malheureuse, la sortie qu'il a pu faire, politiquement. Mais pourquoi il fait cette sortie, contre monsieur Mélenchon? Il fait cette sortie parce que, il voit bien qu'il y a quand même dans la base populaire une détestation aussi, on a parlé des détestations multiples, Ouais, ouais. mais là, il y en a une aussi. C'est-à-dire, c'est la détestation, du clivage tout azimut et d'un choix qui, évidemment est un choix de clivage, est un choix, volontairement orienté et voilà. Et pourquoi il fait ça? Ben, il voulait gagner. Est-ce qu'on peut lui reprocher de vouloir gagner? Ben non, en fait, c'est un politique, il se bat sur le terrain. Bon, ben, il utilise cette carte-là. Non, mais moi, Vous c'était voyez? pas ça. Oui, oui, c'est pas le fait de s'éloigner de Jean-Luc Mélenchon qui m'étonne, c'est plutôt le fait de ressortir le même épouvantail que tout le monde, celui du gros fascisme, alors que si on Oui, oui, veut oui, non, mais bien reconnaître le sûr. peuple, Mais parce que c'est facile, ça permet mais justement, voilà, ça c'est permet ça. de ne pas s'engager sur des sujets qui sont, dont on C'est de la sait qu'ils facilité. sont. Bah oui, oui, moi je crois que c'est ça, c'est la reconnaissance facile. Oui, Ouais, mais c'est la l'antifascisme, facilité j'ai toujours trouvé ça. qu'utilise François Ruffin, qu'utilise le bloc macroniste et qu'utilise aussi maintenant le Rassemblement national vis-à-vis, puisqu'il parle de nouveau fascisme, vis-à-vis de LFI notamment. Donc finalement, ils tombent tous un peu dans le même panneau de la facilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec de la Russon? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a une énorme erreur qui a été commise, qui a été effectivement de penser qu'il y avait une radicalité, en particulier sur la question de Gaza, de la France insoumise et d'une partie de la gauche, et qu'il fallait monter ça en épingle en parlant d'antisémitisme, D'antisémitisme. etc. Mm. Or, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est de l'antisémitisme. Il y a de la critique d'Israël, mais c'est pas de l'antisémitisme. Et je pense que je rejoins ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire que c'est une façon de reprendre les argumentaires du monde dirigeant. Et effectivement, je connais beaucoup de gens à droite qui étaient persuadés que ça allait marcher, on allait dénoncer l'antisémitisme, on allait voir ce qu'on allait voir, on était à front renversé, et en fait, ça n'a pas rapporté grand-chose, parce que sur la question de Gaza, la majorité des Français est extrêmement raisonnable et voudrait que cette guerre s'arrête, dit que ce que le gouvernement israélien fait aux Palestiniens, c'est pas beau à voir. On Mm. n'en sait pas beaucoup plus. On est matraqué de propagande, Ouais. mais voilà, et on ne pouvait pas en faire un argument clé comme certains l'ont voulu. Ouais, c'est ça, la carte magique que tout le monde ressort dans tous les camps, au détriment, encore une fois, des véritables débats. Alors, maintenant, ce gouvernement et notre avenir, finalement, qu'il faut aussi interroger. Comment vous voyez les choses, Harold Bernard?
Bah, d'abord, on a Macron pour la 8e année. Ouais. Ce monsieur Macron, on l'a vu venir depuis 2015. C'est quelqu'un de dangereux pour notre pays. Il est toujours là. Il va être l'arbitre des bons offices. Il va faire sa tambouille. Et il l'a dit, son agenda, il est supranational. Si la France est bloquée, ne peut pas être gouvernée, eh ben, il y aura des tutelles, FMI, etc., Commission européenne, et il va pouvoir finalement bien s'en sortir parce que le système, enfin la Cinquième République permet justement au président de la République, en cas justement de cohabitation de ce type, qui est une cohabitation bizarre d'ailleurs, parce que le bloc bourgeois est central, donc il va cohabiter avec lui-même quand même, globalement, Mm. permet Oui. justement de se dégager de la scène nationale pour investir la scène internationale. Donc finalement, ça lui laisse 3 ans pour faire ses manœuvres, à mon avis, anti-France. Donc je suis quand même très, très inquiet. Ouais. Voilà. Et le temps qu'on se déchire pour des positions de symboles et de signes politiques, bah, ils vont continuer d'avancer. Donc moi, je pense, enfin, c'est ma conclusion, je pense que ça nous laisse quand même un petit temps d'élaboration et de réflexion, de construction, pour essayer de préparer la suite. On sait que les élections normatives, c'est 2027 quand même, la suite, hein, bon, l'horizon, on va dire. Et on ne peut pas se contenter de cette situation-là, quoi. Ça, On c'est va pas clair. quand même nous faire une énième fois le chantage et puis etc. et on Ouais. continue. Enfin, c'est plus possible, ça. Et alors, désolé, mais je vais vous faire un petit peu de pronostic simplet, hein, mais vous voyez qui en Premier ministre? Moi, je pense qu'il va mettre quelqu'un qui est compatible avec la bouillie. Donc François Alors, Hollande, non? alors là, ce serait vraiment le comble de la perversité, mais de toute façon, je pense qu'il en est capable, ou quelqu'un comme peut-être Glucksmann, j'en sais Oui. trop rien, mais bon, voilà, quelqu'un qui, dans le fond, bon, voilà, on a entendu hier Monsieur Glucksmann, c'est pour moi, c'est Macron, bon, en plus, ouais, enfin, c'est vraiment très, très faible et ça n'ira pas dans le sens du vote populaire et de la contestation qui s'est fait entendre dans les urnes. Ça c'est clair. Édouard Husson, comment vous voyez la suite? Oui, bah, pour ce qui est du nom d'un Premier ministre, la semaine dernière, Macron avait pris soin de dire que ça ne serait pas Boris Vallaud, donc c'était qu'on en parlait sérieusement en cas de configuration politique comme celle que nous avons. Euh, je crois que d'un côté, on peut dire oui, Macron a gagné à nouveau et on est reparti pour un tour, et pauvre pays. D'un autre côté, je pense que ça va être compliqué pour beaucoup de raisons. D'abord, la conjoncture internationale. Il va y avoir la perte de la guerre d'Ukraine, il va y avoir de fait la perte de la guerre par Israël dans une configuration qu'on ne voit pas encore complètement, mais on sent bien qu'à Gaza ou au nord, c'est difficile pour eux. Euh, il va y avoir effectivement ensuite, alors deuxième série de facteurs, la question de la dette française. Je veux bien que les marchés veulent absolument éviter des populistes au pouvoir. Enfin, il y a un moment où il va falloir quand même qu'ils disent s'ils préfèrent une gauche qui fait n'importe quoi et qui veut endetter encore plus la France. Ça va être compliqué. Et puis, de fait, Oui, mais la gauche qui fait euh, n'importe quoi, elle va être bloquée là. Enfin, qui fait n'importe quoi, je reprends votre citation. non, mais je pense qu'elle va se rallier à l'ordre mondialiste. Vous savez, après tout, les socialo-communistes l'ont fait en 83, c'était l'ordre mondialiste naissant. Leurs enfants ou leurs petits-enfants d'aujourd'hui n'auront aucun scrupule. Moi, je pense qu'ils vont se rallier, si vous voulez. Il y aura quelques concessions Mais exigées, par s'ils se exemple sur la rallient, donc ils question. vont aller dans le sens de l'ordre mondialiste, donc dans le sens des marchés, non? Oui, oui, mais comme en même temps cet ordre mondialiste est lui-même très vacillant parce que le dollar est attaqué, parce que l'ordre mondial est en train de changer et le centre de gravité est passé du côté des BRICS progressivement, etc. Tout ça va être très instable, je Oui, pense. oui. Alors, est-ce que ça durera 3 ans? Est-ce qu'il y aura une nouvelle dissolution dans un an? Bien malin qui peut le dire. Ce que je vois, c'est qu'il y a un répit qui est gagné. Essayons de voir l'aspect positif. Pour un parti, le Rassemblement national, qui n'était pas encore prêt, de facto, et puis surtout qui va devoir se poser la question des réserves de voix et éventuellement de partenaires de coalition. Tout ça va devoir être traité sérieusement et professionnellement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.